Donc on va terminer sur les frictions, hein. On avait vu que de toute façon dans la dernière vidéo, hein, je vous parlais des rouges. On avait parlé disclosure, tu peux faire du wild ou tu peux faire quelque chose de plus réfléchi. D'accord. Le but, bah, c'est parfois de faire ça de façon responsable, hein. C'est-à-dire que bah, on va alerter le fournisseur et on va lui laisser le temps de développer une solution avant que le grand public soit informé, naturellement, pour pas qu'on puisse utiliser ces failles, d'accord, et que de 0D, ça devienne DND et ensuite des failles publiques. Vous l'avez bien compris. Donc voilà, hein, il faut bien comprendre, on termine sur les frictions, que peu importe comment et quand les vulnérabilités de sécurité sont révélées, la découverte proactive des systèmes pouvant être mis à jour finit par rendre le produit plus sécurisé. Et en attaquant, naturellement, on avait vu que c'était des frictions. Même si le système ne peut pas être mis à jour, la défense est au moins la possibilité de trouver une atténuation, l'hypothèse selon laquelle les attaquants ne trouveront pas de vulnérabilité, hein, si elles sont gardées secrètes, ça serait d'une naïveté flagrante, d'accord? Si on admet que les attaquants sont à la fois motivés et bien financés, c'est le cas quand on fait de la cyberguerre. La publication de méthodes offensives est une source de friction, euh, et autant une source de friction que celle des autres attaquants, hein. Le daily doit considérer qu'à tout moment, tout ce qu'il utilise peut devenir public et disparaître. Donc la communauté de la sécurité, c'est une source de friction, comme on l'avait vu, mais malgré ses efforts, elle ne constitue pas non plus une menace existentielle. D'accord? C'est triste à dire, hein, mais le monde produit bien sûr de nouveaux codes, de nouveaux systèmes qui sont non sécurisés, bien plus rapidement, qui réparent les failles qui sont déjà existantes dans d'autres systèmes. D'accord? Donc cette tendance, tant qu'elle ne sera pas inversée, eh ben, la communauté de la sécurité restera pas un sujet de friction insurmontable. Ensuite, l'impondérable, la malchance. La malchance. Alors, la malchance, c'est un fourre-tout de friction sans nom, hein. Ça peut être une panne matérielle dans l'infra de la cible, ça peut être une défaillance au niveau d'un point d'accès unique. Peut-être que quelqu'un part en vacances pendant un mois et éteint son ordinateur. Merde, ça nous servait de point d'entrée. D'accord? Peut-être que la connexion réseau échoue au moment précis où on a lancé notre exploit. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bah merde, crash de la machine, plutôt que sa compromission. Ah, pas de chance, hein, c'est bête. Donc il est impossible d'énumérer naturellement tout ce qui va mal tourner, puisque bah, c'est très dur de prédire l'avenir. Mais encore une fois, c'est des efforts, hein, et une planification qui permettront une bonne opération. Sinon, les choses vont échouer. D'accord? Pensez à la loi de Murphy, hein. Toujours un facteur, hein. Et en gros, c'est que les merdes t'arrivent pas toutes seules, elles arrivent. C'est une chaîne de merde qui va t'arriver sur la gueule, hein. Allez voir la loi de Murphy pour mieux comprendre, hein. Donc, si on résume les frictions, hein, ça va arriver, mais il faut de l'expertise, de la formation, processus, technologie, d'accord? Même si les frictions en cyberguerre ne pourront jamais être éliminées, d'accord? C'est comme dans la vie, il y a toujours des revers imprévus. Et ça, malheureusement, bah, il faut savoir y pallier et surmonter tout ça. Donc, toute stratégie cohérente doit tenir compte de ce qu'un ancien secrétaire de la défense appelait des obstacles connus et inconnus, d'accord? Cette ambivalence. Donc, bien entendu, les revers inconnus ne se limitent pas que d'un seul côté. On a vu, je vous ai fait, je sais pas, 5, 6, 7, 8 vidéos en attaque, hein. Maintenant, on va parler un petit peu bah, des défenseurs, hein, des bleus. Pourquoi pas? Alors, la friction des défenseurs, hein. On a vu les attaquants, maintenant, bah, on va voir un petit peu en défense, pareil, hein. Les défenseurs, ils ont également, tu l'as bien compris, leur ensemble d'obstacles, hein, qui va survenir de manière répétée. Donc, quels sont plus sérieusement les problèmes récurrents qui rendent la défense plus difficile, hein? Il faut savoir les identifier, minimiser leurs effets, et c'est indispensable pour avoir une bonne défense en profondeur. D'accord? Une stratégie défensive qui est efficace. Alors, les erreurs également, hein. Le défenseur, il est humain, il fait des erreurs. Donc, bah, je sais pas, on pourrait supposer le scénario où il y a un environnement, d'accord, qui malheureusement va amener voilà, à une première erreur, d'accord. Mais les erreurs, parfois, elles aussi vont se chaîner et toutes les erreurs ne se valent pas, hein. Laisser accidentellement ton poste de travail connecté pendant que tu vas déjeuner, c'est un problème de sécurité, mais à moins que quelqu'un passe à ce moment-là précis, installe quelque chose de malveillant, c'est une erreur inoffensive, d'accord? Mais prenez l'habitude, surtout en entreprise, mais même chez vous, de verrouiller, d'accord? On sait jamais. Voilà, c'est une bonne habitude à prendre. Vous avez des raccourcis clavier, hein, vous faites Windows L, ça devrait aller. Alors, d'autres erreurs peuvent être détectées et corrigées avant qu'il soit trop tard. Un sous-traitant de Goldman Sachs a accidentellement envoyé par courrier électronique des informations hautement confidentielles à un compte Gmail, hein. Au lieu de quoi? Ah bah, je voulais gs.com. Il se trompe de domaine.
Bon, bah, qu'est-ce que tu as compris? Ils ont dû payer un avocat pour obtenir une ordonnance du tribunal afin que Google supprime les mails, d'accord? Ça aurait pu être une violation de sécurité qui a été détectée et réparée à temps, d'accord? Vous pouvez essayer de rappeler vos mails, hein, mais des fois ça marche, des fois ça marche pas, hein. Ça marche mieux en interne, sur des passerelles internes que sur des passerelles externes, puisqu'une fois que, bah, le mail est parti, malheureusement, il est déjà trop tard, à moins de faire recours, encore une fois, auprès, bah, des GAFA. Avec le pouvoir que vous aurez. Quand vous êtes Goldman Sachs avec un avocat, vous imaginez bien que vous avez bien plus de pouvoir que toi, Toto, qui va aller appeler Google et leur dire vous pourriez m'effacer mes données. Ils vont vous rire au nez. Donc, certaines erreurs ont des conséquences réelles. Une mauvaise configuration créée sur un pare-feu, bah là, tout le monde peut avoir accédé au réseau interne. Hein, s'il n'y a pas d'alerte, eh ben, ça peut être quoi? Ben, peut-être des millions de numéros de carte de crédit qui seront perdus si c'est une banque, d'accord? On a le distributeur Target en 2014, bah, qui a eu tout ça. Hein, c'est exactement ce qui s'est passé. On a eu un admin, qui a reconfiguré un pare-feu et c'était OpenBar et OpenBar sur un réseau interne, tu as bien compris que, il y a des réseaux de botnet qui sont venus défoncer, le distributeur. Alors voilà, encore une fois, hein, système d'alerte, protéger les liens entre encore une fois, hein, comment dire, les supply chain, donc entre le détaillant, le client, hein, les sous-traitants. Target, il n'est pas resté les bras croisés, mais malheureusement, vous voyez qu'avec quelques réglages, hein, malgré qu'il ait des ordinateurs centraux, eh ben, il y avait 70 millions d'adresses de numéros de téléphone et 40 millions de numéros de carte de crédit qui ont fuité. On était en 2014, je crois. Ensuite, même année, janvier, qu'est-ce qui se passe? On a The Great Firewall, hein, le grand pare-feu chinois qui commence à rediriger des millions d'utilisateurs vers le Dynamic Internet Technology. Ah, c'est quoi? C'est une petite société qui vend des logiciels anti-censure pour les utilisateurs chinois. Hein. Donc vous avez bien compris que c'est ironique puisque le gouvernement chinois ne veut pas ça. Hein. Ça a été encore une fois une petite boulette, une grave erreur de sécurité. D'accord? Donc on peut avoir, hein, de tous les côtés des petites erreurs. Mais vous avez bien compris que la gravité des conséquences d'une erreur va dépendre de plusieurs facteurs, d'accord? Est-ce que le système est déjà, il est quoi? Il est ouvert, il est sécurisé? Encore une fois, il va falloir analyser. Est-ce que c'est dû à de la négligence? C'est une erreur humaine, d'accord? C'est qu'on avait prévu tout ça. Et puis surtout, l'erreur, est-ce qu'elle permet à mon attaquant de quoi? De faire plus ou moins de choses? Est-ce que, hein, ça rend les choses plus accessibles? Dans ce cas-là, ça veut dire que l'attaquant, on va lui faciliter le travail, comme vous l'avez compris, d'accord? Alors, tu peux ajouter des nouveaux utilisateurs. Quels sont les droits du nouvel utilisateur? D'accord? Est-ce que, en termes de sécurité, tu viens pas de faire une bêtise? D'accord? Alors, tu peux supprimer l'utilisateur. D'accord? Mais encore une fois, vous voyez qu'en fonction des droits, par granularité, et c'est tout le principe du pivot après, hein, nous, quand on fait nos privesques ou pivots latéraux, on va jouer sur les droits. Hein, par granularité, tel ou tel utilisateur aura plus ou moins de droits. On va lancer un bloodhound et on va venir regarder le chemin d'attaque le plus court, d'accord, pour notre mode opératoire d'attaque. Donc, tu as bien compris que, bien sûr, il faut minimiser le nombre de systèmes, de processus potentiels qui peut-être ne donneraient pas d'alerte, ne remonteraient pas d'alerte. Si jamais il y a quoi? Il y a l'ouverture de session qui échoue, d'accord? Et si c'est le cas, encore une fois, bah, comment on pourrait y répondre, hein? Comment on peut faire mieux la prochaine fois? Et pareil, si jamais tous les utilisateurs ont les mêmes droits, eh ben, tu va falloir par granularité, comment dire? Faire ce qu'on fait. C'est-à-dire la stratégie du moindre privilège, un list of privilege. Donc encore une fois, si le défenseur est bien préparé, parfois, bah, les erreurs, leurs effets, ça va être une friction défensive clé, d'accord? Ou pas, tout va dépendre. On peut avoir des logiciels qui sont défaillants, qui sont défectueux, d'accord? Comme l'attaquant, hein, tu peux avoir aussi des systèmes qui sont pas parfaits, qui peuvent planter, et ça, il faut en prendre compte, d'accord? Les stratégies offensives et défensives, en fonction bah, des logiciels que vous utilisez, elles peuvent être pertinentes ou pas. D'accord? Et des fois, bah, exactement comme en rouge, par analogie, on a des logiciels défaillants, défectueux, hein, en bleu, et il va falloir pallier à ça. D'accord? Et puis, un défaut sur un logiciel, lors de sa mise en œuvre, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un bug. D'accord? Le bug, ça veut dire que le système, il a un comportement non prévu par ses développeurs. Et bien sûr, ça va entraîner des failles. Mais à la base, c'est ça. Hein, le premier signe d'un bug, c'est un comportement non prévu par ses développeurs. Et après, comment on va exploiter ce bug, là, ça fait la différence. D'accord? Si on peut exploiter ce bug, bah, du coup, on a maintenant un exploit. Donc,
Il se peut qu'un programme particulier se bloque. Vous essayez d'ouvrir un menu pendant son traitement. Il y a un document tronqué qui amène un programme à corrompre sa propre mémoire. Hein, le programme se bloque. Il y a peut-être une condition dans laquelle différentes parties d'un programme s'attendent les unes les autres, hein, au niveau du flux d'exécution. Et ça se termine jamais. Ça fait une boucle. Ah merde, c'est en train de bouffer toute ma mémoire. Il se passe des choses. Hein, je vois que le curseur se transforme, hein, et j'ai ma petite roue qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Il se peut que le programme ne parvienne pas à se nettoyer correctement, d'accord? Et à fermer proprement. Qu'est-ce qu'il fait? Il crache. Peut-être qu'il ralentit lentement l'ensemble du système, ça devient du DOS. Ou peut-être il fait carrément cracher la machine. Ah, merde, pourquoi? Parce qu'il faisait un appel en bas niveau. Un syscall, à quoi? Avec un driver qui est un petit peu défectueux, c'est un petit peu de la merde, d'accord? Et ça fait planter tout son système, d'accord? Donc encore une fois, on peut pas, comment dire, lister toute le, comment se manifestent les bugs, hein, mais vous avez bien compris ce principe, d'accord? Le logiciel, il peut être défectueux de par sa conception même, d'accord? Alors, on n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait une porte dérobée codée en dur. Des fois, tu vas trouver des mots de passe, hein, c'est ce que fait l'attaquant, il va chercher des mots de passe standards, d'accord? Des fois, en effet, malheureusement, il y a bien une porte codée en dur, sur le matériel, sur des imprimantes, sur des routeurs, sur des logiciels, hein, Samsung, Dell, ce que tu veux, Barracuda, Netis, Cisco. Et des fois, ces bugs entraînent de nouvelles portes dérobées si elles sont exploitées, si on développe des exploits. Et du coup, vous avez bien compris que malheureusement, ça peut être un bug qui peut entraîner une porte dérobée, mais c'est également les développeurs naturellement qui laissent des portes dérobées puisque eux seuls les connaissent et ça permet parfois comment dire, de gérer, hein, leurs produits. Ils se gardent des accès naturellement pour pouvoir soit faire de la télémétrie, soit d'autres choses. D'accord? Et puis après, malheureusement, ça va être des failles qui vont être exploitées. Ça peut être des outils électroniques du FBI, d'accord, qui peuvent être vulnérables. Ça peut être des radios chiffrées, hein, comme on l'a vu avec. C'était quoi? Tetra, hein, il n'y a pas longtemps, je crois. Bref, toutes ces conceptions défectueuses, ça implique, encore une fois, des hypothèses qu'il faut soulever, comprendre, hein, le nombre de dispositifs de contrôle industriel aussi, qui ne sont pas suffisamment défendus, d'accord, et qui pourraient être connectés à un réseau accessible de l'extérieur. Ah là, on va poutrer vos usines, on va poutrer, hein, je citerai pas, la liste est longue, d'accord, des ICS. Mais encore une fois, c'est des hypothèses raisonnables, c'est des logiciels, c'est des langages de programmation qui ont été développés il y a quoi, 40 ans, d'accord? C'est du matériel qui a quoi, qui a 40 ans, qui a 50 ans presque, j'exagère, d'accord? Et voilà. Alors bien sûr, ça utilise des bus propriétaires et tout ça, mais c'est une hypothèse raisonnable, surtout en cyberguerre, puisque au moment où on voulait développer ces technologies, Internet n'existait pas encore. D'accord? Donc vous avez bien compris, je vous l'avais expliqué, que malheureusement on a élargi la surface d'attaque dans le monde industriel, puisque il fallait envoyer des ingénieurs sur place, d'accord? Pour avoir la télémétrie, pour récupérer en local la télémétrie. Maintenant, si je peux avoir la télémétrie à distance, c'est super, mais tu ouvres quoi? Tu ouvres un accès à Internet, à des IoT, hein, puisque c'est ni plus ni moins que des IoT, avec du matos qui a été fait dans les années 70. Et là, ça peut commencer à être dangereux, d'accord? Donc il faut reconsidérer tout ça. Tu vois, c'est des problématiques qui n'existaient pas à l'époque où on a développé le matériel. Internet n'existait pas. Maintenant, c'est le cas. Donc là, ça peut être un bug aussi, hein. Comment tu sais quoi? Ça veut dire que tes ingénieurs vont devoir se dire, en fait, je crée du matériel ou je crée du hardware, mais est-ce qu'il sera encore robuste dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans? Hmm. C'est ça aussi la question. Donc, et ça demande justement un brainstorming et comprendre que le système fonctionne exactement comme prévu et construit si quoi, Internet n'existe pas, mais maintenant que tu peux plus le changer et qu'il est intégré dans des millions de trucs, hein, d'infrastructures, qu'est-ce qui se passe? On connecte Internet. Et là, ça devient un désespoir, hein, ça devient très précaire. Donc le logiciel, hein, il peut être également défectueux, ça peut être une omission au niveau d'une fonction, une fonctionnalité, d'accord, une protection, d'accord, qui devrait être présente, qui l'est pas, d'accord. En septembre 2014, on va revenir, hein, donc c'était il y a plus de 10 ans, le service de sauvegarde automatique des téléphones mobiles Apple, iCloud, hein, autorisait des tentatives de connexion répétées, infructueuses, sans conséquence. Du coup, tu as bien compris, on pouvait brute force les comptes iCloud, une bien belle époque. Au grand désarroi de nombreuses célébrités hollywoodiennes, le problème c'est que ça a permis à des pirates informatiques d'essayer des millions de mots de passe
pour se connecter en force brute. Et je crois qu'ils ont divulgué des photos un petit peu compromettantes de célébrités d'Hollywood. D'accord? Donc encore une fois, ça permettait de restaurer les sauvegardes de la célébrité sur leurs propres appareils, télécharger toutes les photographies intimes. D'accord? Tu prends, à la limite, à l'époque, tu prenais comment dire, un iPhone volé et bah, tu le connectais avec le iCloud et tu sais quoi, ça venait cloner, à partir du master, ça venait cloner la sauvegarde du téléphone, tu avais tous les réglages, les applications qu'utilisait la personne et tu téléchargeais toutes ces photos. Donc le mode de sécurité, hein, il n'était pas cassé en soi, mais il y avait un bug qui n'avait pas été prévu, où on avait oublié, ce qui est quand même basique, hein, laisser des connexions répétées infructueuses sur un système, tu sais que tu vas te faire brute force, d'accord? Donc ça l'a poussé en matière de sécurité. Bon, ça a été une omission, mais malheureusement là, ça a été rendu, ça a terni son image de marque, puisque bah, on en a parlé naturellement dans la presse, d'accord? Et encore une fois, hein, on ne pourra pas tous les citer, mais vous savez qu'on parle des CVE, Common Vulnerability Exposure. Euh, si on prend le gouvernement américain, entre quoi? Juste le 6 et le 9, d'accord? 2014, d'accord? Je parle du mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Entre juillet, août, septembre? 3 mois. Les sociétés de produits Kaspersky, Symantec, McAfee, AVG, Panda Security, Cisco, Juniper, elles ont tous eu des vulnérabilités dans au moins un de leurs produits. Et vous voyez qu'en 2024, là, 10 ans plus tard, mais c'est pas une vulnérabilité tous les mois, mais on trouve presque 3 ou 4 failles par jour. C'est devenu exponentiel, hein, et ça complexifie encore les choses. Mais je vous apprends rien. Donc il n'y a rien de spécial, hein, dans le fait que malheureusement même des entreprises, bah oui, et des failles, hein, et des failles. Alors soit c'est des failles voulues utilisées par les agences de renseignement, soit c'est des failles qui sont découvertes, d'accord? Mais bon, quand c'est les fournisseurs de solutions de sécurité, ils pourraient quand même mieux faire pour sécuriser leurs produits. D'accord? Et des fois aussi, ça veut dire quoi? Tu diffuses des technologies défectueuses. On a vu toutes les backdoors sur quoi? Sur du VPN, sur des backdoors qui n'étaient pas corrigés, qui existaient depuis combien? 15 ans? 19 ans? Sur Linux? Ah ouais, ça commence à être sérieux là, hein. C'est une bonne à péter ça, hein, je pense. Donc tu vois, c'est assez inquiétant. Pare-feu, routeur, partout, hein. Donc on voit qu'il n'y a pas que les logiciels, il y a le matériel également qui présente des failles, et ces failles, naturellement, vont affecter la sécurité, et donc la cybersécurité. Alors tu peux me dire, ouais, c'est un logiciel défectueux, vas-y, tu le supprimes de ton ordinateur, quoi, tu t'emmerdes pas. Alors oui, bien sûr, mais bon, il faut qu'il soit reconnu comme défectueux, il faut qu'il y ait des preuves, d'accord? Et puis encore une fois, vous pouvez pas non plus supprimer n'importe quoi. D'accord? Et puis même votre antivirus, imaginez, hein, qui détecte quoi? De faux positifs. Il commence à vous supprimer des applications. Ah bah ouais, mais c'est ma stack applicative sur mon serveur. Et lui, il croit qu'il y a un virus, il commence à foutre quoi? Vos machines de production en rade. Ah bah là, c'est l'antivirus maintenant qui est défectueux. Ah merde, tu vois, ou le DR. Hein, je te donne des exemples, encore une fois, très triviaux. D'accord? Donc, vous voyez, des fois, la mise à niveau, c'est pas possible. Hein, le mainteneur est plus là. C'est un logiciel hérité. Hein, on l'a développé il y a 20 ans en interne, en in-house. D'accord? Donc, c'est très compliqué. Hein, et ça peut être aussi des systèmes embarqués. D'accord? Dans des voitures, dans des trains, dans des fusées, dans des avions, ce que tu veux, dans des tanks. D'accord? Pareil, hein, je peux pas le mettre à jour. Hein, c'est compliqué. D'accord? Ça peut être un système embarqué dans une usine, ce que tu veux. D'accord? Donc on voit, hein, ça peut impacter la production, ça peut impacter le helpdesk, toutes les hotlines, les centres d'appel, les équipements de fabrication, toute la chaîne logistique, le suivi des stocks. D'accord? Et tout ça, c'est des systèmes qui sont critiques puisque c'est ce qui permet l'activité économique d'une entreprise. D'accord? Et là, elle va pas dire, bah, vas-y, on va patcher toute la production. Et l'entreprise, elle s'arrête. D'accord? Donc, il faut faire quoi? Bah, il faut faire des tranches de serveurs que tu vas patcher petit à petit. Mais ça demande des compétences, ça demande des techniciens, ça demande des ingénieurs. C'est des surcoûts pour l'entreprise. Et des fois, l'entreprise ne veut pas payer. D'accord? Parce que c'est peut-être des milliers d'euros pour une petite TPE, un chef d'entreprise. Mais si c'est tout un parc informatique avec des multinationales dans 147 pays, pardon, du globe, t'as bien compris que là, ça se chiffre en quoi? En millions, en centaines de millions. Donc, les mises à niveau, parfois,
c'est prohibé, c'est prohibitif. Pourquoi? Parce que, bah, encore une fois, les coûts et puis la demande en main-d'œuvre. Et pareil, t'arrêtes pas une production comme ça. D'accord? Donc, patcher, ah bah ça aussi, sa propre friction en défense, tu vois. Ah, c'est bien de patcher, mais ouais, il faut pouvoir patcher, d'accord. L'application des correctifs, toi, sur ton ordinateur à la maison, tu peux le faire quand tu veux, tu t'en fous. En production, ça commence à être un petit peu plus compliqué déjà. Hein, faut faire bah, justement des plans pour pouvoir mettre la production, la patcher. Et ça, c'est pareil, tu vas travailler hors horaire, d'accord. Ça veut dire quoi? Bah, il va falloir toute une cellule de crise, d'accord. Il va falloir des chefs de projet, il va falloir des devs, il va falloir des techos, il va falloir des ingés qui vont quoi? Bah, qui vont rester sur le plateau, d'accord? Et tu as 200 personnes qui bossent en semaine, bah là, tu vas avoir déjà 15, 20, 30 personnes qui vont être en cellule de crise pour patcher la prod pendant le week-end, pendant que les gens feront quoi? La fête, d'accord? Et ça, c'est du vécu, hein, d'accord? Et tout va dépendre de la taille de l'entreprise. Donc, c'est compliqué. Hein, vous l'avez compris, confusion, frustration potentielle aussi, hein, et le stress, hein, puisque t'as pas envie de cracher la prod, surtout un week-end, pendant que tout le monde est en train de faire la fête, hein, en discothèque. Donc le défenseur, pardon, doit consacrer du temps, des ressources à l'application des correctifs au fur et à mesure qu'ils apparaissent. Mais on voit bien que c'est un temps précieux à tester de manière proactive les mises à jour, d'accord? Appeler les équipes de quoi? De Microsoft, d'accord? Pour des fois, t'as TKB, ah bah j'ai problème, hein, ça a craché ma prod. Merde, qu'est-ce que tu fais? T'appelles les ingénieurs de chez Microsoft, hein, à Redmond, aux États-Unis, et tu leur dis, eh, les gars, il me faut un hotfix là, hein, ma prod elle est en carafe. Donc c'est compliqué, hein, ça va demander bah, d'autres mises à jour, parfois des mises à jour appliquées à d'autres mises à jour qu'on appelle des hotfix, parce que parfois les mises à jour appliquées, elles cassent les choses, elles vont casser ta prod. Merde. Alors t'as bien compris que si c'est un environnement de bac à sable, tu t'en fous, tu vois. Hein, généralement t'as des sauvegardes, tu recharges. Mais quand c'est de la production, c'est un autre niveau de stress, d'accord? Et surtout si la production est en carafe, c'est des pertes, d'accord? Des pertes sèches pour l'entreprise. Si elle est cotée en bourse, ça va être, je te dis, hein, des points, hein, en bourse qui vont être perdus. Les actionnaires ils vont pas être contents, d'accord? Et toi, si ta chaîne de production elle génère, je sais pas, 50 ou 100 millions d'euros, hein, par jour, peut-être, si dans certains secteurs, je ne citerai pas, enfin par semaine, on va dire, je vais rester plus tranquille quand même. Là, c'est mon côté Marseille. Excusez les gars, excusez-moi les Marseillais. Mais t'as bien compris que voilà, tu peux perdre 1000 euros par minute, tu peux perdre 10 000 euros par minute, tu peux perdre 1 million toutes les demi-heures. Tout va dépendre, hein. Des très grandes banques, t'as les flux financiers, hein, les serveurs qui permettent de faire du trading haute fréquence qui sont en carafe. Ah bah c'est des ordres que tu peux plus passer, hein. Ah merde, eh ben là, la banque elle perd des millions, pas à la seconde, j'exagère, hein, mais hein, toutes les 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, ça me paraît pas fou, ni trop déconnant. Donc les mises à jour interrompues, c'est un problème théorique, d'accord? On repart en 2014 puisque le livre a plus de 10 ans et iOS en version 8, hein, je crois qu'on est en version 16, hein, donc ça date les gars, hein, mais ça a empêché de nombreux appareils de fonctionner. Ton téléphone, bah, c'était une brique, hein, ton matériel il a été briqué, d'accord? En fait, tu pouvais plus obtenir le carrière, le service cellulaire, d'accord? OK, ouais, ça marche, ça marche pas, le téléphone il est briqué et s'il marche, bah, il peut plus se connecter au réseau de téléphonie. Donc ton téléphone, c'est plus un téléphone, hein, c'est un ordinateur air gap. Donc c'est chiant, hein, je plaisante toujours, mais ça devient problématique. On a Microsoft qui avait publié une mise à jour qui a provoqué le crash de nombreux systèmes Windows. Donc là, qu'est-ce que tu fais? C'est ta prod, bam, tu fais une mise à jour. Ah merde, merde, d'accord? Et là, je te parle d'Apple, je te parle de Microsoft, c'est des grands. C'est pas des petits charlots, c'est des entreprises bien financées, hein. Mais l'erreur est humaine. Donc, que ça soit par implémentation, conception, omission, on se retrouve tout le temps, même en défense. Il n'y a pas qu'en attaque, avec des logiciels défectueux. Si, bah, ça va être problématique. On peut peut-être les mettre à jour, mais si tu fais des mises à jour, ça peut contenir de nouveaux défauts, hein. Donc, dans le meilleur des cas, ces failles vont constituer une source d'imprévisibilité pour le défenseur, hein. Et dans le pire des cas, ça va être encore pire puisque ça va être des sources d'expansion, d'entrée, point d'entrée, hein, pour l'attaquant au niveau de sa cyber kill chain. Et bien sûr, bah là, c'est une friction défensive inamovible. Donc l'inertie, hein, on va revenir un peu à Isaac Newton.
L'inertie, c'est quoi? Loi numéro un de Newton, tout corps persévère dans son état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite, à moins qu'il ne soit contraint de changer cet état par des forces qui lui sont imprimées. D'accord? Après, on a Lawrence qui a bossé sur d'autres trucs, mais en mécanique des fluides, ceux qui sont ingénieurs et qui travaillent dans le domaine, vous savez que dans l'eau, dans l'air, d'accord? En fonction d'un gaz, eh ben, il va y avoir plus ou moins de friction. D'accord? Dans l'espace, il y a très peu de friction. D'accord? Puisque c'est quasiment du vide. Ok. Donc, si on résume, la loi de l'inertie chez Newton, c'est la première loi du mouvement et c'est les fondements en physique. D'accord? C'est considéré comme un fondement de la psychologie aussi et des actions humaines. XP, qui peut se faire pirater en moins de 10 minutes si tu le connectes à Internet. D'accord? Ben voilà, ça a plus combien? 10 ans, 15 ans, 20 ans? Il n'est plus pris en charge depuis avril 2014. D'accord? Il est par définition non sécurisé. Chaque nouvelle vulnérabilité découverte sera permanente. D'accord? Et en plus, je sais pas, le développeur de logiciel d'origine, il peut faire faillite. Hein. Donc ça va être des machines qu'il va falloir remplacer. D'accord? Et bon, après, encore une fois, les efforts de compatibilité ascendante, comment tu fais XP à Windows 7, ça peut marcher. De XP à Windows 8, ah, peut-être je vais avoir de nouveaux problèmes. D'accord? Alors pourquoi il y a encore des gens qui gardent XP, Windows 7 et tout ça? Bah, c'est la force d'inertie. C'est psychologique et c'est à la fois physique. Psychologique parce que les gens sont réticents une fois qu'ils ont leurs habitudes à changer. C'est tout. On est tous pareils. D'accord? Donc il faut une force pour pouvoir changer. D'accord? Et ça représente les ressources et la motivation pour changer à la fois nos connaissances, de ce qu'on pense, de ce qui est nécessaire. Et après, c'est physique parce que c'est pareil. Il va falloir changer non seulement ta mentalité, mais tes processus, mais ton habitude, ton petit train-train quotidien. Et on n'aime pas nous changer notre petit train-train quotidien parce qu'on veut rester tout le temps dans notre zone de confort. Notre cerveau fonctionne comme ça, mais c'est également tes machines. Tes machines, il va falloir passer de XP à peut-être Windows 10 ou Windows 11. D'accord? Et là, la personne a dit, mais moi, j'étais habitué à XP, Windows 11, ça n'a rien à voir, je suis perdu. Et ça va entraîner encore le matériel, cette fois-ci, sur l'utilisateur psychologiquement, va entraîner de nouveaux dommages, d'accord, de nouveaux stress et de nouvelles frictions. Donc c'est compliqué. La mise à niveau, elle est pourtant claire. Ça devrait se faire. Mais après, il faut du temps, de l'expertise, de la formation du personnel pour effectuer la mise à niveau. Il faut de l'argent pour payer le nouveau système d'exploitation. Il faut de l'argent pour remplacer l'ancien matériel. D'accord? Donc, c'est des résolutions qui vont entraîner de nouvelles incompatibilités parfois, mais qu'il faudra faire absolument. Mais ça peut prendre du temps, de l'expertise et de l'argent. Vous l'avez bien compris. Et puis après, posez-vous la question, surtout en tant que chef d'entreprise, quel est le coût de ne pas mettre à niveau? D'accord? À un moment donné, tu sais que dans un environnement proche, peut-être lointain, un attaquant peut ou non accéder à cet ordinateur. D'accord? Et ça va te causer du chagrin. Mais pire, ça pourrait te coûter ta boîte. D'accord? Alors c'est un choix cornélien. C'est un choix difficile. Bah, pas vraiment. Le système, il fonctionne. On va laisser ça tranquille. On va se concentrer sur autre chose. On va pas. Mais de toute façon, comme me disait un chef d'entreprise il y a quelques jours, pourquoi on me piraterait? Tu sais, moi, j'ai une petite entreprise. Je vends des tuyaux d'eau. Bah ouais, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et après, je lui ai demandé, t'as une assurance pour ta boîte? Il m'a dit non. Je lui ai dit, bah écoute, je change rien. Allez, viens, on boit une bière. J'ai terminé mon audit. Merci, mon gars. Donc, c'est assez effrayant. Et surtout dans les PME, les TPE, vous aurez encore plus une force de friction. Et les gens seront pas enclins, les salariés vont pas vous aider. Parce qu'il n'y a pas cette culture d'entreprise qu'on peut retrouver dans les grands groupes. Donc voilà, c'est des choix que font les gens et des fois, c'est des choix qui vont vous coûter la vie, si on parle d'une entreprise. Donc, il faut configurer les mises à jour automatiques sur les ordinateurs, mais il y a combien de personnes qui savent que, bah, toi aussi, le micro-logiciel, ton firmware sur ton routeur, bah, il faudrait aller de temps en temps sur ton routeur pour pousser et voir s'il n'y a pas des mises à jour, d'accord? Est-ce que tu sais que sur ta carte mère, tu as le CSM, par exemple, d'Intel, et bah, c'est un micro-logiciel, c'est un firmware, il faut le mettre à jour aussi. Ah ben, alors attends, je comprends pas parce que je mets à jour mon BIOS UEFI. Ah bah ouais, mais dans le BIOS UEFI, il y a aussi d'autres composantes, notamment le CSM, qu'il faut mettre à jour. Ah bah ouais, mais qui me l'explique ça? Personne, même pas Intel. Tu vois, il va falloir aller sur des forums, il va falloir apprendre le hardware. Ah bah ouais, mais moi je suis développeur logiciel. Le hardware, je comprends pas comment ça marche. Ah bah ouais, c'est con. C'est con. Et puis c'est quoi un micro-logiciel? D'accord? Ah, c'est un logiciel en bas niveau, d'accord, qui est gravé même dans l'appareil.
hein, et qui va charger le système d'exploitation. Ah merde, hein, et puis lui aussi, hein, s'il a des backdoors, ça va être exploité. D'accord? Et quels sont les risques? Moi, je sais pas, ma carte mère, elle a 10 ans, bah, et putain, il y a des nouvelles failles qui ont été trouvées. Tu appelé le service après-vente de ton PC portable et leur demandé si leur service te confirme que cette faille, elle est pas exploitable sur le firmware de ta carte mère, de ton PC portable ou de ta tour? Non, je le fais pas. Pourquoi je le ferais? Oh, pour rien, 3 fois rien, 3 fois rien. Qui s'en soucie? Personne. Madame Michu, tu vois? La plupart des gens, ils s'en battent les couilles. Mmh? Beh, pourquoi? C'est parce qu'ils sont ignorants, d'accord? Et cette ignorance, ça va être aussi une nouvelle forme d'inertie. Donc vous voyez, il faut se battre contre l'utilisateur, il faut se battre contre le matériel. Ça devient une guerre harassante, d'accord? Fatigante. L'inertie, elle est parfois difficile à surmonter, vous l'avez compris, je vous donne tout le temps des exemples à la con, hein. Mais c'est aussi, moi, tant que ça marche, comme je te disais tout à l'heure, hein, c'est pas cassé, hein. On n'a pas besoin de le réparer. Pourquoi je le changerais? D'accord? Et puis en plus, voilà, cette machine, je suis même plus sûr qu'elle soit en prod. Tu sais quoi, je sais même pas où elle est. Ah non, c'est dans un centre de données. Ah ouais, c'est sur le cloud. Il est où le centre de données? Je sais plus. Tu gères ton infra, t'as quoi? T'as des listes, des petits tableurs Excel où tu notes en fait toutes tes machines de production, de bac à sable, de recettes. Où elles sont? Elles sont quoi? Chez toi? Elles sont chez un hébergeur? Il est où l'hébergeur? Comment tu le contactes? Ok, elle est où la baie? Ah, quelle baie? Le rack? C'est quoi comme rack? Il fait quelle taille? Il est situé où? Elle est où ta baie? Quel étage? Etc. 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 D'accord? Des trucs cons. D'accord? Mais maintenir en fait un inventaire de vos machines, c'est les bases. Alors, quand tu as des processus qui sont extrêmement bien faits dans des boîtes compétentes, c'est un jeu d'enfant. Quand tu te retrouves sans cette documentation et que tu dois auditer, par exemple, mais ça devient un enfer. Un enfer. D'accord? Et les professionnels confirmeront. Je ne suis qu'un saltimbanque. Donc encore une fois, hein, c'est des attitudes qui peuvent nous sembler hein, logiques. Hein, mais des fois, Google, WebView, hein, c'est super utilisé sur ton Android. Hein, à l'époque, c'était des Android 6. Ça représente 60% des téléphones. Et bah ouais, je sais qu'il y a des failles dans WebView, mais en même temps, c'est une 0D. Qui va découvrir ma 0D? Je fais quoi? Je fais la politique de l'autruche, je fais quoi? La sécurité par l'obscurité. C'est génial, hein. Ah bah ouais, mais bon, fais gaffe, hein. Là, c'est des entreprises multimilliardaires qui ont un putain de niveau d'inertie que elles-mêmes ne peuvent pas surmonter. Et c'est pour ça qu'il faut faire du red teaming en interne. D'accord? Et après, Google a compris certaines choses. Ils ont monté le Google Project Zero et ils ont fait appel à des red teamers. Mais des red teamers pas uniquement en défense, en attaque, analysés, mais des red teamers même en termes d'organisation de l'entreprise. Hein, puisque je vous avais dit que le red teaming issu des armées aux États-Unis, après d'autres gars du renseignement, étaient partis travailler naturellement dans le secteur privé et avaient montré hein, également à Google comment ou Amazon comment devenir compétitif, d'accord, comment devenir agressive en part de marché. D'accord? Donc, vous voyez, c'est plein de strates également, hein, auxquelles on ne pense pas forcément. La maison conformité, mise à niveau, quel coût, d'accord? Et des fois, c'est douloureux, hein, ça fait mal, ça va coûter cher, c'est des obligations, d'accord? Et encore une fois, c'est de l'inertie. Donc, c'est pour ça que, naturellement, bah, il faut pousser toujours plus de conformité, de mise en conformité, parce que c'est un mal nécessaire, d'accord, pour l'ensemble du système, d'accord, à l'échelle globale. Pas uniquement d'une entreprise, pas uniquement d'un pays. Alors, la communauté de la SEC. Hein, bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, moi, je fais du vulnerability assessment. Hein, je fais du pen test en interne. Hein, en white, quoi, black box, ouais, d'accord. En quoi? En grey box aussi, d'accord. Je fais du pawn, etc., etc., etc. Est-ce que c'est vraiment une friction pour les attaquants? D'accord? Est-ce que vraiment le fait d'auditer, ça vaut le coup? Bah, bien sûr. D'accord? Mais encore une fois, qu'est-ce qui se passe si le défenseur se met pas à jour en raison d'incompatibilité ou que la faille elle est déjà intégrée au matériel? D'accord? Ils peuvent pas mettre à jour, il y a des inerties comme on vient de le voir, il y a des contraintes de ressources et du coup bah tout le monde peut pas se mettre à la page. Un autre exemple, juillet 2003. Hein, pour parler un peu plus de ça, MS03 2026. Microsoft publie un correctif pour une vulnérabilité dans Windows. D'accord? Avant cela,
à notre connaissance, personne en dehors de Microsoft était au courant du problème. 16 juillet, 25 juillet, le groupe chinois X-Focus a procédé à l'ingénierie inverse du correctif pour découvrir la vulnérabilité. Et il a publié une preuve de concept sur la façon de l'exploiter. 11 août, un worm, un ver qui se propage sur Internet. 15 août, le désormais Blaster Worm, le Worm Blaster, a infecté plus de 400 000 ordinateurs. Donc vous voyez, je vous dis tout le temps, ce sont des frises chronologiques, d'accord? Vous devez penser en termes de temporalité. Il s'est écoulé moins d'un mois entre la publication d'un simple correctif pour qu'il y ait un ver qui a détruit Internet, Blaster, qui se soit répandu, d'accord? 400 000 machines dans le monde, et ça vous montre l'important, je vous dis, le temps, la chronologie, c'est très important. Quand on étudie une cyberattaque et quand on veut comprendre un événement d'ampleur. Et là, tu te dis, mais attends, Saltin, là, je comprends pas. Tu veux dire que l'attaquant, là, en fait, c'est Microsoft qui leur a donné le vecteur d'attaque? Bah ouais. Et tu crois que Microsoft l'a fait exprès? Pas du tout. Ils ont patché. Mais ok, tu me donnes un bout de code qui me permet de patcher. Si j'analyse, je reverse ton patch. Je peux comprendre, en fait, quelle faille t'essayes d'exploiter dans mon système ou dans le système des autres, ou de défendre. Donc, vous voyez, c'est des alternatives. Publier des correctifs, c'est bien, mais quelle information après tu laisses à l'attaquant, d'accord? Et s'il peut reverse, c'est encore une fois exposer l'entreprise à une responsabilité incalculable, d'accord? Puisque tu vas avoir d'autres entreprises qui se sont fait pirater les 400 000 machines par notre Worm Blaster et Blaster Worm. Et les autres entreprises, elles vont aller voir Microsoft et elles vont dire, mais nous, on n'avait pas le personnel, on n'a pas pu patcher à temps, comment ça se fait maintenant qu'on se fait poutrer? D'accord? On avance dans le temps, 2014, d'accord? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Alors là, tu vas me dire, ouais, mais arrête, là, tout le temps, tu parles de Microsoft. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Red Hat. Société de développement et de support Linux, septembre 2014, faille critique dans Bash. Ah merde, le système d'exploitation Linux alimente quoi? Red Hat? La moitié des sites web dans le monde. Et Bash? 3 fois rien. C'est un petit composant clé, je crois, de presque tous les systèmes Linux. Ah ouais, la faille, elle est révélée. Un correctif est publié. Ok? Merde, le correctif, il est quoi? Incomplet. Ça n'a pas d'importance. Ça fonctionne. Ça corrige la faille. En 24 heures, il y a des petits malins, des attaquants qui analysent Internet et qui arrivent à exploiter la vulnérabilité dans la nature. D'accord? 24 heures. Alors là, pour tout personnel informatique, en défense, ça va être compliqué. D'accord? Et tu te rends compte que ces gens-là, c'est des gens motivés, tu vois. Peut-être qu'ils faisaient partie du monde militaire. Ok. Donc, vas-y, patch en 24 heures. D'accord? Que tu sois Red Hat ou Microsoft, ça va devenir très compliqué. D'accord? Puisqu'on parle de quoi là? On parle de millions, parfois de lignes de code. D'accord? Je sais plus combien c'est, mais je crois que c'est entre 40 et 50 millions de lignes de code, un Windows. D'accord? Linux, je n'ai pas les chiffres en tête. D'accord? Enfin, vous irez voir, je n'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais on doit être dans cet ordre d'échelle. Donc, c'est deux exemples encore une fois triviaux, tu le vois, mais c'est des nombreux défauts plus petits ou bien plus répandus qui vont être signalés, constamment signalés, ça va entraîner la fatigue de ton personnel, d'accord? Certains sont moins populaires, d'autres vont attirer plus l'attention, et ça va être encore plus susceptible de quoi? De retarder, de renoncer à une mise à jour, ou si tu l'as fait, comme on disait, tu peux aussi te faire poutrer, d'accord? Ça va introduire une backdoor. Donc encore une fois, on travaille sur des failles, on les corrige, mais vous voyez que on peut, sécuriser, mais comme on l'a vu avec XZ, on peut faciliter le travail des attaquants. D'accord? Donc même la communauté de la SEC, côté défenseur, parfois, ça peut quoi? Ça peut aussi devenir de nouveaux sujets de friction. D'accord? Et voilà, quelqu'un me disait, putain, je travaille pour un client et je me retrouve avec du Jindy, Log4Shell, Log4j. Ah ouais, putain, j'espère qu'ils ont patché depuis le temps, sinon ça va être compliqué. Donc vous voyez, c'est bah ouais, mais le mainteneur, il est plus là. Notre ingénieur, il était là il y a 20 ans. Ouais, c'est lui qui a codé le truc. Ah, c'est sympa, c'est sympa. Je sais pas, il est à la retraite, il est mort. Il est mort, merde.
Merde. Qui maintient le projet dans l'entreprise? Bah, plus personne. C'est quand la dernière montée de version? Oh, c'était en 2004, on est en 2024, tout va bien se passer. Hein? Ah non, c'était 2008. Ah, ah, bah, ça va alors. Voilà. Je vous donne des exemples à la con encore. Donc la complexité, hein, puisqu'on parle de complexité, chaque aspect technique va démultiplier la complexité. Hein. Les ordinateurs, les réseaux, c'est déjà très compliqué. Hein. Les architectures, les systèmes d'exploitation, les systèmes de fichiers, les protocoles, les applications, c'est également compliqué. D'accord? Les utilisateurs, c'est aussi parfois très compliqué. D'accord? On a des utilisateurs typiques, d'accord, qui font que, et c'est pas leur métier, qu'effleurer, que quoi? La surface de compréhension des composants. D'accord? Déjà, ce qui se trouve sur leur bureau Windows ou Linux. Tu vois? Après, tu vas leur dire, attends, c'est du hardware qui fait fonctionner ton logiciel. Ah ouais, putain, ça devient compliqué. Hein. Mon ordinateur portable, il a 400 000 fichiers, j'ai 50 programmes en cours d'exécution dès qu'il démarre. Tu connais, toi, ceux qui sont nécessaires et ceux qui ne le sont pas? Tu sais dans lequel la backdoor a été injectée? On t'a fait du process following? Dans quoi? Dans explorer.exe? Ah, je sais pas. Il y en a d'autres? Ah ouais, il y a d'autres processus que tu peux infecter sous Windows. Ah d'accord. Est-ce que ça présente des vulnérabilités? D'accord. T'as de la documentation. Moi, j'ai lu toute la documentation Microsoft. Il y a aucun moyen de le savoir. C'est beaucoup trop compliqué. D'accord. Et ça, c'est que l'ordinateur que j'ai en face de moi. D'accord. Quand je te parle de l'épine dorsale de tout un réseau, d'accord, des routeurs, tu fais quoi, toi? T'es à la maison, t'es avec ton petit DHCP. Après, t'as quoi? Des borders, gateway, protocole et tout ça. Du BGP. Ah ouais, ça fait fonctionner des routeurs, c'est l'épine dorsale d'Internet. Et ça connecte tous les réseaux du monde. Et c'est ça qu'on appelle l'extranet, l'Internet. Oh, avec le BGP. Waouh, et il y a des ASN qui communiquent et tout. Waouh. Ah, moi, attends, je vais rester en DHCP sur mon petit ordinateur. Hein. C'est bien plus simple. Et encore, je connais même pas la moitié. Tu comprends? Je te donne des exemples à la con. Donc voilà, il y a peu de gens qui prêtent attention à tous ces systèmes. Et plus le système est complexe, plus les ordinateurs sont complexes, moins en fait c'est visible. Et moins on se rend compte que c'est vulnérable. Il y a combien de gens qui savent auditer de l'ICS? D'accord? Des systèmes SCADA? Pas beaucoup, hein. Pas beaucoup. Hein. Du coup, on n'en parle pas trop, donc c'est super sécurisé. Pas sûr, hein. Pas sûr. Pas sûr. Parce que si t'audis, tu te rends compte qu'il y a plein de failles. D'accord? Dans tes voitures, dans tout. Tout. D'accord? Tu sais comment ça marche un ECU dans ta voiture? C'est quoi un CAN-bus? Je sais pas, ma voiture, je la conduis, je la lave, je la bichonne, c'est mon petit bébé. Après, ce qu'il y a dedans, comment ça fonctionne, que ça soit la mécanique, alors l'informatique encore plus compliqué, tu vois. Ah ouais, hein, c'est compliqué. C'est compliqué, mais sauf que maintenant, tes voitures, ça devient des ordinateurs et des fois, on peut les contrôler à distance. Ouais, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Donc, tu vois, bah, ça n'a pas évolué en mieux, ça a évolué en pire, d'accord? Depuis 2014, d'accord? On a un verre, ne serait-ce qu'en 2014, routeur Linksys. Hein. Ouais, tout le monde connaît les routeurs Linksys. Bah, bim, un petit verre à nouveau, d'accord? The Moon. Hein? Pas très efficace, mais il aurait pu l'être. Et le temps et l'argent qui séparent entre cette nuisance quelque peu inoffensive, d'accord? On arrive à poutrer un routeur, mais finalement, le verre, bah, il est pas très méchant. Hein, il fait que rediriger des opérations bancaires en ligne. Hein. Écouter les communications non sécurisées. Hein, il doit faire du SSL stripping. Et puis, ça peut servir de point d'entrée dans le réseau derrière. Mais ça contrôle pas des botnets et tout ça. C'est un gentil verre. The Moon. Hein, c'était gentil. Donc pratiquement tous les réseaux dans le monde hein, contiennent une imprimante. Hein. Quand tu auras compris les risques d'une simple imprimante sur ton réseau, tu vas regarder les imprimantes, les scanners, mais d'une autre manière. Hein, je te jure. C'est parce que voilà, t'es pas sensibilisé. Hein. On a des imprimantes matricielles à l'ancienne, d'accord? Elles étaient très simples, d'accord? Maintenant, aujourd'hui, une imprimante moderne, c'est un système d'exploitation. Ça a son propre système d'exploitation, ça a sa propre pile TCP/IP. Un chercheur, il a cherché et il a trouvé dans les Canon Pixma et il a pu jouer à Doom sur le petit écran LCD. Et c'est là tout le problème, ok? Petite preuve de concept, trop sympa. Tu peux jouer à Doom, mais si tu peux jouer à Doom, qu'est-ce qui te dit pas que le chercheur à la place, il aurait pu quoi? Copier et exfiltrer tous les documents imprimés, hein, comme le fait la CIA depuis des années. J'adore rimer en oui. Pardon.
Et donc voilà, hein, la complexité des imprimantes modernes, ça les rend prêtes à être exploitées. Hein. Et je vous ai dit qu'une imprimante, mais c'est du pain béni pour, je sais pas, le FBI, la CIA. Hein, je parlerai pas d'autres services, je suis pas compétent, hein, ni pour la CIA, ni pour le FBI, hein, mais je connais des virus qui ont été créés. Hein, je te disais, des marqueurs, le FBI, des marqueurs sur des pages que tu imprimes. On sait quelle imprimante a imprimé le texte, d'accord? Ça a permis de retrouver des tueurs en série. Je t'avais raconté déjà, c'est pas des affabulations, d'accord? Je sais comment la CIA a des programmes, d'accord, bien sûr, pour exfiltrer. Je vous rappellerai que dans toutes les imprimantes, dans les années 90, 2000, 2010, je sais pas si c'est encore vrai, mais on avait des disques durs, d'accord. Et en fait, qu'est-ce qui se passait? Bah, hein, ton imprimante, elle a besoin de maintenance, comme ta voiture. Et bien sûr, qui te maintient? Bah, c'est ton fabricant. D'accord? C'est une imprimante Dell, tu la renvoies chez Dell, tu la renvoies chez Canon. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et bah, tu sais quoi? Il démontait le disque dur. Le disque dur, qu'est-ce qu'il faisait? Il stockait un snapshot de toutes les pages que tu avais imprimées sur l'imprimante. C'est pas des conneries. Ça a été révélé par Snowden. D'accord? Et comme ça, on t'espionne, on te fait de l'espionnage industriel, technique, easy peasy, quoi. Hein. Vas-y, hein, donc, on pense toutes les années, hein, on te change le disque dur et hein, on te reboot ta Canon ou ton HP ou ta Dell ou ce que tu veux, mon copain. Ah bah ouais, hein. Et c'était comme ça que bah tu peux récupérer des données du 440. Ah bah ouais, hein, un petit peu facilement, hein, je crois. Hein. Mais je peux me tromper. Donc, la complexité des imprimantes modernes, d'accord? Maintenant, tu n'as plus besoin de disque dur. Il y a peut-être des SSD qui sont soudés à gauche, à droite, devant, derrière. Je sais pas, j'en ai aucune idée, ça fait longtemps que j'en ai pas démonté. Mais voilà, c'était des choses qui étaient connues, enfin des initiés. Après, si tu le sais pas, bah, c'est encore pire, tu vois, parce que tu te fais avoir, tu te dis, putain, mais comment ils ont eu cette information, quoi? Hein. Donc voilà, les imprimantes modernes, maintenant, elles peuvent peut-être exfiltrer, tu vois, quoi? Bah, via une petite backdoor, via une puce, d'accord? Et ça part sur un cloud, tu le sais pas trop. Toi, tu scannes hein, tes factures, tes contrats. Tu devais signer un contrat. Ah bah merde, on a fait un appel d'offres, je comprends pas. C'est les Américains, les Chinois, les Russes. Oh, et putain, ils se sont couchés. Tu vois, oh, putain, ils ont proposé moins que nous, ou ils sont plus compétitifs, on vient de perdre les contrats. Ah merde, comment ça se pourrait? Hein, bah pose-toi des questions, mon copain. Donc les failles des imprimantes, hein, elles sont plus à démontrer maintenant. Je vous donne tout le temps des choses risibles hein, pour attirer votre attention là-dessus. D'accord. Mais on a peu d'outils défensifs. Hein. Moi, t'as des antivirus qui tournent sur ton imprimante hein, ne serait-ce qui te préviennent que quelqu'un a démonté ton imprimante pendant la nuit et a peut-être installé un petit mouchard. Moi, je sais pas. Hein, t'as des moyens de vérifier que l'imprimante, elle n'a pas été démontée. Ah ouais, il y a des scellés. Je sais pas, hein. Je sais pas, moi, l'imprimante, elle imprime, qu'elle soit affectée, je m'en fous un peu. D'accord? Le pire ennemi de la sécurité, c'est un système plus complexe, moins sûr, sur tous les fronts. Il contient plus de faiblesses. Au départ, sa modularité va exacerber ses faiblesses. Il est plus difficile donc à tester. Il est encore plus difficile à comprendre, donc plus difficile à analyser. Ça, c'est Bruce Schneier que je vous conseille, hein, qui est un crack en crypto, un des plus grands hackers hein, à l'ancienne. Qui a travaillé pour le complexe militaro-industriel, blablabla. Allez lire tous ses livres. Hein, Bruce Schneier, Schneier. Et le livre, c'est dans Secret and Lies. D'accord? Secret et mensonge. D'accord? Et je vous cite tout le temps sa phrase. Hein, les amateurs s'attaquent aux ordinateurs. Les experts s'attaquent à vous, l'être humain. Ingénierie sociale. Donc pensez à ça. Et allez lire tous ses livres. Vous apprendrez beaucoup de choses. C'est quelqu'un, je pense qu'il doit avoir 150, 160, 180 de QI. Waouh, c'est impressionnant. Donc, on ajoute hein, cette liste, mais ce paradigme, vous allez le retrouver. Hein. Ça va être difficile à réparer, même si la vulnérabilité est compromise. D'accord? On l'a vu. On va revenir à Microsoft qui identifie, analyse, développe des correctifs. C'est le but. Hein. Ils font leur service pack. Et puis après, il y a du hotfix, d'accord, qui est poussé via les KB. Mais il faut tester à nouveau sur des milliers de configurations. Ah merde, il y a combien? Il y a 7 ou 8 versions déjà de Windows. Oh putain, en plus, maintenant c'est pour le marché européen. Il y a les versions N. Ah ouais, et parfois le correctif, il va se faire planter. Des fois, il va t'effacer tes données. Des fois, il est défectueux. D'accord? Et ça, c'est pas des conneries. Hein. Microsoft, en interne, ils ont des pools de serveurs, hein, mais des milliers de configurations de VM.
et pas que, d'ordinateurs physiques aussi, chez eux, en interne, dans leur centre de données. Et c'est là qu'ils testent, en fait, les montées de version, de patch et tout ça, hein. Et c'est pareil, on prend Nvidia ou AMD, à chaque fois qu'on développe dans les laboratoires des drivers, pensez qu'il y a toutes les cartes du fabricant qui tournent dans des centres de données, qui servent de prototypage, hein, et on va pousser. Ok, je te fais une dernière montée de version pour ta RTX 4080 de chez Nvidia. Ok, le patch, il est nickel. T'as testé maintenant ce patch sur une 780M mobile qui est sortie il y a combien? Il y a 15 ans, il y a 16 ans, il y a 17 ans, il y a 18 ans. Ah ouais, hein, là peut-être ça va la faire cracher. Donc, vous avez bien compris, ça démultiplie encore une fois les coûts pour une entreprise. Hein. Sortir une faille, enfin patcher une faille, pour nous, ça nous paraît simple, mais quand vous êtes des grands type GAFAM ou AMD ou Nvidia, c'est des coûts extrêmement chers. D'accord? Puisqu'il va falloir tester. Hein. Vous n'allez pas faire des montées de version comme ça en vous disant on fait pas de test unitaire, on s'en bat les couilles. Donc, vous avez bien compris que tout ça, ça va encore plus complexifier la chose. Et on a des exemples. On revient 2014. Faille SC Channel. OK? Grave vulnérabilité d'exécution à distance. Merde, RCE. Sur toutes les versions de Windows depuis 2003. D'accord? Pour certains, le correctif, il a provoqué le blocage des processus, blocage de services. Ah merde, des problèmes avec certaines applications de base de données. Ah, waouh, la production, ça a dû être compliqué. Hein. Microsoft a dû retirer le correctif, en publier un autre quelques semaines plus tard. Ça a fait qu'accroître les coûts pour elle. D'accord? Et c'est pas des noobs, c'est pas des charlots. Ils ont des années d'expérience dans les tests et dans les publications de correctifs. Et pourtant, ils ont raté certaines interactions complexes, hein, qui se passaient au premier coup. Ils ont réussi à patcher deuxième coup. Donc ça, tu vois, c'est encore une fois dans le monde civil. Imagine-toi maintenant dans le monde militaire. Ah ouais, merde. Ah ouais, ça va être compliqué. Hein, si on transpose tout ce que je viens de t'expliquer dans le monde civil, dans le monde militaire. Donc c'est la même problématique malheureusement qui existe pour tous les principaux éditeurs de logiciels. Les réparations des systèmes complexes est encore plus coûteuse et ça va ajouter de la difficulté à la partie défensive. La complexité, c'est notre pire ennemi. Je vous ai dit, le colosse au pied d'argile. Hein, c'est là que ça va entraîner aussi des erreurs de déploiement. D'accord? Même si tu as tes logiciels qui sont par exemple de faille, hein, en termes de vulnérabilité, il faudra quand même les configurer, les utiliser. D'accord? Un pare-feu, il peut très bien marcher, il n'y a pas de faille, mais mauvaise configuration, utilisateur, mauvaise règle, ta forteresse, hein, qui était imperméable comme la ligne Maginot, on peut ouvrir une porte dérobée. D'accord? On va pouvoir contourner la ligne Maginot. Ah merde! Donc encore une fois, la complexité, c'est tu peux pas l'éviter. Hein. Je vous dis toujours, ok, le colosse au pied d'argile, mais on n'a pas le choix, d'accord? Puisque c'est la complexité qui fait aussi quoi? L'efficacité, d'accord, d'une entreprise ou d'une armée. Donc en témoigne le système, hein, développé par le gouvernement américain. Donc c'était il y a plus de 10 ans, je vous rassure encore. Mais l'achat d'une assurance maladie, on avait quoi, le healthcare.gov. Donc certains disent que c'est à peu près 3 millions de lignes de code, d'accord, pour faire fonctionner le site et tous les systèmes côté back-end. Hein, donc base de données, d'échange. Alors que ça soit vrai ou non, ça paraît plutôt raisonnable là pour l'analyste du renseignement de la CIA, hein, qui nous raconte tout ça. C'est là que ça fait peur. 3 millions de lignes de code. Merde. Hein. Donc là, tu fais quoi? Qui audite ces 3 millions de codes? D'accord? Qui a travaillé sur le projet? Est-ce qu'ils sont encore là? Hein, est-ce qu'on pense à la sécurité de ce système? Est-ce qu'il a été testé? Est-ce qu'on a fait tous les tests? D'accord? 3 millions de lignes de code à maintenir. Donc encore une fois, hein, si vous avez une réponse brève, vous vous dites ouais, pas de problème, quoi. On va maintenir 3 millions de lignes de code. Mais après, dans les faits, vous savez que c'est bien plus compliqué. D'accord? Et ça, il faut le garder à l'esprit. Et peut-être que quoi, il y a une simple petite fonction, d'accord, ou une méthode qui est appelée, qui va faire cracher le truc, ou qui n'a pas été testée. Ok, c'est fonctionnel. Est-ce que ça a été testé niveau sécurité maintenant? D'accord? Donc encore une fois, hein, ça paraît simple au début et c'est toujours plus compliqué. Et la plupart des logiciels sont compliqués. Et en plus, après, il y a la partie hardware. Donc tu vois que ça devient extrêmement, extrêmement, extrêmement compliqué. Sinon, on n'aurait pas autant de quoi? De cyberincidents. C'est ça, hein. C'est la complexité qui entraîne tout ça. D'accord? Plus toutes les sous-composantes que je viens de te citer depuis 20 minutes. Et malheureusement, c'est le seul moyen d'offrir des fonctionnalités qui sont exigées par les clients, par le marché,
Hein, et là, dans ce cas-là, c'est la loi, hein, c'est le gouvernement fédéral américain qui en a besoin pour son assurance maladie. Donc, je vous parlais de France Connect, je vous parlais de Pôle emploi, je vous parlais aussi d'Amélie, d'accord? Ils se sont fait pirater. En même temps, t'imagines bien que bah, c'est la même complexité. Donc, c'est facile de dire ouais, vous êtes des blaireaux, vous êtes fait pirater. Encore une fois, si t'es pas dans le secret des dieux, faut voir pourquoi c'est arrivé. C'est pour ça qu'il faut faire des retours d'expérience et analyser en profondeur en fait, hein, ce qu'il est arrivé et quelles failles ont été exploitées. D'accord? Et il y a qu'après ça que tu peux dire ouais, clairement, il y a eu un manquement grave, hein, puisque c'est des failles qui auraient pu être patchées, ou non, c'était des failles que personne n'a détectées. Et il y a eu plusieurs boîtes d'audits qui sont passées derrière. Et puis encore une fois, l'erreur est humaine. Hein. On a quoi? On a le géant de l'assurance, Anthem, qui s'est fait voler 80 millions de dossiers clients. Là, on est début de l'année 2015. D'accord? Mais ça veut dire des dizaines de millions de clients qui se retrouvent à poil dans la nature. D'accord? Et ça, c'est encore des centaines de millions de lignes de code dans des systèmes d'exploitation, de bases de données, des infra-réseaux, services publics, d'autres services publics ou services privés. Là, cette assurance Anthem. Donc, dans tout ça, hein, donc c'est deux choses. Hein. Il est difficile d'éviter la complexité, mais il est également difficile de la simplifier. Une fois qu'elle a été créée, on ne peut pas revenir en arrière. D'accord? 1,3 milliard de dollars utilisés par nos amis des anciens combattants et du ministère de la Défense américain au cours des 4 dernières années pour tenter sans succès de développer à la fois un système unique de dossiers de santé électronique entre les deux ministères. Hein, c'est juste pour interconnecter deux ministères. Et ça a laissé quoi? Bah, les demandes d'invalidité des anciens combattants qui continuent à s'accumuler et des dossiers papier partout à travers le monde, alors que c'est censé être informatisé. D'accord? Ça, c'est la chaîne News 21 qui l'avait rapporté. Je vous rappellerai chez nous, hein, dans la gendarmerie, on va pas citer le nom des programmes, dans l'armée, j'en ai entendu parler. Les militaires étaient sans solde pendant des mois. D'accord? Qu'est-ce qu'on essayait? On essayait juste d'interconnecter ou de passer des dossiers papier à un système informatisé. D'accord? Je crois que c'était les meilleurs ingénieurs qui bossaient là-dessus. Hein. Ça a été très très compliqué, hein, surtout quand tu reçois plus ton solde et que tu es soldat. Donc vous voyez, partout dans le monde, pas qu'aux États-Unis. Là, c'était en France. Et ça inclut pas tous les autres milliards de dollars ou d'euros qui ont été gaspillés par la suite. D'accord? On parle de milliards de dollars là pour l'armée américaine, avec l'échec carrément du mise à niveau d'un système des dossiers médicaux, hein, au DoD, au Department of Defense. Des milliards dépensés pour rien. Donc tenter de combiner et simplifier des systèmes militaires, c'est un échec total. Et en même temps, repartir de zéro, c'est pas forcément mieux. Donc tu vois qu'on se retrouve dans une impasse. Une impasse, mais malheureusement qui va être attaquée, qui va être utilisée par des acteurs malveillants, par des pays malveillants qui sont contre nous, qui vont essayer de nous défoncer. D'accord? Un autre programme, le Virtual Case File, FBI. Ok, c'est un système automatisé de support des dossiers quand ils font des recherches, quand ils font leurs enquêtes. Tu sais, 170 millions de dollars plus tard, le système, il a été abandonné. Ah merde. Bon, bah, on était en version alpha, les gars. 170 millions de dollars jetés par les fenêtres. Donc, tu vois, la complexité, c'est un surcoût en plus d'argent et des risques accrus après. Parce que des fois, on peut se retrouver dans des situations où tu es incapable de proposer un nouveau système qui soit fiable et de le livrer dans les délais impartis et avec le budget imparti. Alors, tu te retrouves avec l'ancien système qui est complètement pété, mais qui fonctionne. Quel choix tu fais? C'est compliqué, hein? Donc voilà. Et ça a été tellement médiatisé qu'il y a des gens qui se sont dit faut qu'on trouve des solutions. Ça commence à devenir un enfer. Vous l'avez bien compris. Donc, le point le plus important, c'est comprendre que la complexité, c'est le pire ennemi de la sécurité. Et elle va vous mener nulle part. C'est une friction et une triple friction pour tous les aspects de la sécurité défensive. Les utilisateurs, on en parlait. Hein, la base d'utilisateur, c'est aussi une grosse source de friction. Pour nous en défense, les utilisateurs, ils vont ignorer les politiques en interne de l'entreprise, même chez eux, ils s'en foutent. Hein. Comme me disait quelqu'un, et c'est normal. Hein. On était à l'époque d'XP, il me disait mais moi les mises à jour XP je les installe pas, laisse tomber, ça prend 1 heure, je vois le rond là qui tourne, ça m'explique que c'est en train d'installer une mise à jour, je peux plus rien faire de mon PC, pourquoi? Et c'est vrai, hein, quand tu vois la philosophie Linux derrière, c'était pas con, c'était un néophyte, d'accord?
il me disait, mais pourquoi on peut pas faire les mises à jour et continuer de travailler? Hein? Bah voilà, tu vois. Et il me disait, non, non, moi ça me casse les pieds, je les fais pas les mises à jour. Je lui disais, ouais, mais attends, ces mises à jour, elles vont faire que ton PC, en principe, tourne mieux, d'accord? Qu'il soit peut-être un peu plus efficace. Si tu améliores les drivers, tout ça, hein, ça va apporter de la sécurité. Il me disait, ouais, moi je m'en fous, je désactive les mises à jour XP. Et vous rigolez. Là, je pense que si vous êtes jeune, vous rigolez, ça vous fait rigoler. Mais je peux vous assurer que c'était 50% des utilisateurs à l'époque d'XP bah, qui faisaient ça. Donc, tu as bien compris que pour les pirates, mais c'était du pain béni. Tu rentrais dans les systèmes, tu étais le roi du pétrole. Hein, enfin, je pense que les Black Hat qui faisaient ça, ça devait être le cas. D'accord? Donc, on voit, nouveau système de friction. D'accord? Ils ignorent les signes avant-coureurs de compromission. Ils vont dire, ouais, mais moi je m'en fous, de toute façon c'est l'ordinateur de l'entreprise, il y a des gars qui gèrent la sécurité, c'est pas moi la sécurité. Mais vous savez qu'en défense, déjà forme l'utilisateur. Hein. Sinon on va se retrouver avec des bugs faux bugs, hein. C'est-à-dire fucking user behind keyboard. Donc il faut former les gens. Hein. Il y a des pièces jointes non sollicitées, qu'est-ce que tu fais? D'accord? Est-ce que tu as des matériels pour faire du deep ship ou ship deep en entreprise? D'accord? Est-ce que tu as une machine sandboxée où tu vas mettre tes petites clés USB pour vérifier que bah, elles contiennent pas des virus? D'accord? Les informations confidentielles dans l'entreprise, est-ce que ça passe par des comptes de messagerie classiques, standards? Est-ce qu'on a compartimenté, segmenté le réseau, etc., etc. D'accord? Et même parfois un comportement inoffensif. D'accord? Je voulais importer le rapport d'un livre pour enfants sur une clé USB pour l'imprimer et je la ramène de la maison ou j'ai un copain qui m'a passé un logiciel. Ouais, tu sais quoi, je voudrais juste le copier là sur l'ordi de la boîte et tu vas te faire poutrer. D'accord? Et on en a vu quoi. Hein. Je dirais pas où, mais j'ai vu des serveurs BitTorrent tourner, j'ai vu à l'époque des serveurs Casa, Emule, dans des composants critiques de l'État. Et voilà. Et c'était scandaleux, quoi. Scandaleux, où les gens étaient mal payés, donc en fait, ils s'en foutaient, quoi. Honnêtement, moi, si la boîte, tu vois, elle a un centre de données en interne, je pourrais quoi? Je pourrais héberger mon propre site web, tu vois. On l'a vu, certains cadres, dirigeants pédophiles, qui hébergeaient des photos pédophiles sur les serveurs de la boîte, en se disant, bah, je me ferai pas arrêter. C'est pas moi. C'est pas moi. Hein, et des fois, même, ils utilisaient des comptes de salariés pour que si jamais la police arrive, ça soit les salariés de la boîte qui se fassent incriminer. Et on en a vu. Hein, c'est pas moi qui le raconte, c'est d'autres, des juristes notamment. D'accord? Donc tous ces types de comportements, même si vous le faites pas, malheureusement d'autres vont le faire. D'accord? Et là, ça deviendra grave. D'accord? Vous avez compris, pièces jointes, clés USB qui sont pas sécurisées, hébergées, bah, des portes dérobées, des serveurs BitTorrent, Casa, Emule, Udunki à l'époque, du porno et malheureusement des images pédophiles. D'accord? Et vous connaissez la nature humaine. C'est pas parce que vous, hein, vous avez pas soit ces vices, soit ces conneries à faire que d'autres le feront pas. D'accord? Donc voilà, faut sensibiliser. Mais bon, dans les années 2000, il était pas rare d'avoir des employés qui travaillaient même chez des OIV, des AIV, qui ramenaient des disques durs remplis de musique et de films pour passer à leurs collègues. D'accord? T'es sûr qu'il n'y avait pas un logiciel malveillant tu le branches sur un PC qui est relié à la supervision, qui est relié à la prod? Ah bah ouais, hein, franchement, fonce, champion, fonce, fonce. Ça va bien se passer. Donc voilà. Et si ton personnel il est pas conscient de ça, si tu l'as pas formé, eh ben malheureusement ça va arriver, d'accord? C'est pour ça que je te disais, vas-y, mets de la glu dans tous les ports USB comme on faisait dans les années 2000. Ça marche, c'est efficace. Et après tu retires toutes les nappes de la carte mère, d'accord? Les ports IDE ils marchent plus. Le firmware, le FireWire, pardon, tu le défonces, pareil. Tu vois? On faisait ça et ça c'était des causes, des administrateurs système parce qu'on était conscient qu'on travaillait dans un secteur qui était demandé, recherché et que tu peux pas te permettre qu'il y ait des zozos qui arrivent avec des disques durs remplis de musique et de films, d'accord? Et qui partagent ça avec des collègues, d'accord? C'est pas possible, c'est pas possible. Donc être connecté à un ordinateur en dehors du pare-feu de l'entreprise, ah bah ouais, mais du coup, je peux me connecter à Emule, Idonki, Casa, LimeWire. Pour les anciens, pour les dinosaures, je sais que vous me comprendrez. Mais rigolez, hein. Non, rigolez pas trop, il y en a qui le faisaient, d'accord? Ah bah ouais, mais putain, le proxy de la boîte, là, il est en train de me faire chier. Je peux pas me connecter à Facebook ou faire du peer-to-peer. En même temps, c'est quoi? C'est des actes malveillants? Est-ce que la personne, elle veut vraiment nuire à l'entreprise? Non.
Mais pour elle, elle n'en est même pas consciente. Pourtant, vous avez compris que ça va entraîner des problèmes. Mais en raison déjà de pays, peut-être de quoi? Bah, raison commerciale légitime. Tu es en train de pirater des jeux ou des films, c'est en cas de téléchargement, c'est pas très légal. Et si en plus tu le fais à partir d'un réseau d'une entreprise, l'entreprise elle risque et toi tu risques ton boulot, ça va être compliqué. D'accord? Mais pour eux, c'était normal. D'accord? Et encore pire, certains légitimaient ça par le fait qu'ils travaillaient dans ce même système informatique, service informatique. Mais moi, je suis pas l'utilisateur lambda, je m'en fous, je travaille à l'IT et je fais ce que je veux. Tu vois, c'est nos machines, on la gère. Waouh, waouh. Et rigolez pas, c'est des comportements il y a 10, 15 ans que j'ai vu. D'accord? Et si toi, tu remontais tout ça, t'étais limite le casse-couille, tu sais, celui qui fait chier les équipes, le mec qui est jamais content, le mec qui est paranoïaque, le mec. Voilà, hein, comme d'habitude. Tout le temps les mêmes choses. Hein, paranoïaque, on disait pas complotiste à l'époque. Mais non, t'inquiète, c'est que le mec, il était peut-être plus calé que toi, plus formé que toi, et t'étais en train de faire clairement de la merde. D'accord? Donc encore une fois, c'est des abus créatifs hein, d'une base d'utilisateurs où le gars il va se monter un serveur, il va monter un serveur web, il va monter une base de données, mais bon, peut-être sur cette base de données, on va pouvoir venir l'attaquer, rebondir, etc., etc. Et ça va entraîner de nouveaux problèmes. Donc c'est quoi la meilleure façon? Supposons qu'il n'y a aucune méchanceté. Bah, il va falloir former les utilisateurs. Hein, je te dis, c'est la première ligne de défense, c'est l'utilisateur. D'accord? L'administrateur réseau, il veut quoi? Bah, que son réseau fonctionne le mieux. Hein, et il est on the edge, hein, comme on dit, hein, la corde elle est raide. Donc des fois imposer des contrôles stricts, bah, ça veut dire des exceptions. Pourquoi? Ah bah oui, mais lui il est administrateur, donc il peut se connecter à Facebook ou lancer du peer-to-peer. Ah non, mais lui c'est le PDG, donc je le laisse faire ce qu'il veut. Ah bah ouais, mais si le PDG se fait poutrer, on a quoi? On a peut-être un trou dans la raquette. Ah ouais, mais j'ose pas aller voir le PDG et lui dire on va restreindre vos accès. Il va me dire mais toi t'es qui? Toi tu travailles au SOC, t'es administrateur réseau. Moi je suis PDG, je fais ce que je veux. Ah ouais, mais il va falloir lui expliquer que ah bah ouais, mais il y a qui au-dessus du PDG pour lui expliquer que en fait c'est pour son bien que on fait ça. Ça devient compliqué. Hein. Ah là, vous rigolez, hein, mais ça, c'est pas des exemples à la con, c'est du vécu dans les grosses boîtes. Ah, tu fais comment? Ah bah, il va falloir être fin pédagogue, comment te dire, fin diplomate. Ah, ça va être compliqué, d'accord? Mais il faut que les gens comprennent, quoi, à tous les niveaux. C'est pas que le petit salarié, Madame Michu à la compta, comme je te dis, toujours. D'accord? Pareil, les résultats d'une recherche Google. Bah, tu peux quoi? Tu peux cliquer sur des liens qui sont indexés par Google. C'est quoi? Ah, bah, c'est un serveur de command and control. Ah, ça te redirige vers un site malicieux. Ah, merde, merde. D'accord? Bah, je l'ai pas fait exprès. Hein. Moi, j'ai fait une recherche Google. J'ai cliqué sur le lien sponsorisé. Je me suis fait pirater. Je savais pas. D'accord? Comment je pouvais savoir? Donc voilà. Et vous connaissez les employés. Hein, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. T'as pas envie d'attendre des minutes. Tu veux que ça soit ergonomique. Tu veux que ça soit facile. D'accord? Pendant des heures ou des jours, quand t'as accès. Tu vois, tu veux pas taper 50 fois ton mot de passe. D'accord? Tu veux avoir ton quoi? Ton téléphone. Hein? Au boulot. Parce que ça te permet de quoi? De parfois faire du partage réseau. Ah, je vais ouvrir un point d'entrée, connexion 3-4G. À quoi? Un ordinateur dans la boîte? Mais t'es en train d'ouvrir une porte dérobée. Comment tu sais qu'il y a pas c'est pas un IMSI catcher, qu'il n'y a pas des services qui ont poutré une borne près de chez toi, près de ta boîte, qui sont en train de sniffer tout le réseau? Je sais pas, hein, je sais pas. Toi, tu sais? Ah, non, moi je sais pas. C'est quoi un BTS en téléphonie? Je sais pas. Ah bah ouais, c'est compliqué. Hein. Donc voilà, des choses auxquelles on pense pas. D'accord? Les administrateurs, parfois, ils trouvent l'utilisateur stupide et ils vont pousser même les utilisateurs à détester la cybersécurité parce que c'est trop contraignant. C'est trop contraignant et des fois, bah, tu pourras rien faire. Pourquoi? Parce que l'utilisateur stupide, c'est le patron. Ah merde, merde, merde. Tu vois? Ah, comment on lui explique que c'est un gros con et qui nous pose problème en termes de cybersécurité? Ah, ça va être compliqué, hein. Encore plus compliqué. Hein, là, c'est des gars de la CIA qui te le disent. On a des gars de la SEC, Threat Track Security. 40% des personnes interrogées ont déclaré qu'elles avaient dû supprimer des logiciels malveillants après qu'un cadre supérieur ait visité un site web pornographique infecté. Ah merde, merde, merde. Ok, donc il y a des cadres qui ont été avertis. Hein, ne consulte plus de porno au travail. Enfin, je sais pas, ça devrait être la base. Moi, ça me choque un peu, mais bon.
Allez, passons. 40%. 40%. Alors, c'est quoi la bonne marche à suivre? Tenter de restreindre son accès? Ouais, mais après, tu vas voir que par granularité, c'est bien les listes blanches, les listes noires et tout, mais il faut le faire sérieusement. Et il y en a combien des millions de domaines sur Internet? Tu vas tous les bloquer? Tu les connais tous? C'est très compliqué. Il n'y a pas de victoire facile auprès des utilisateurs. Je vous donne des angles à la con. D'accord? Mais encore une fois, c'est pour comprendre, hein. Tu vas introduire des conséquences draconiennes. La base des utilisateurs va te pisser dessus. D'accord? Ils vont ignorer tes bonnes pratiques, tes politiques. Ils vont dire, putain, les gars de la sécurité, là, la Blue Team, le SOC, là, c'est tous des enculés, hein. Ils nous font chier. Ils nous font chier avec vos règles de sécurité. Et ça va devenir un nouveau point de friction. Je suis désolé, je suis vulgaire, mais encore une fois, pour attirer votre attention et capter votre attention, tu vois, parce que tout ça, c'est les problématiques que soit moi j'ai vécu, soit on a déjà vu. Et tous, même au moins, s'il y a 50 viewers sur cette vidéo, il y aura au moins la moitié, vous avez déjà vécu ça en interne. D'accord? Peu importe de quel côté de la barrière vous étiez. Donc la loi de Murphy, on revient à ça, hein, ça se limite pas qu'à l'attaquant. Les ordinateurs portables, ils seront volés. Est-ce que tu as foutu du BitLocker? Ok. Est-ce que tu as quoi, hein? Tu as de l'Intel Management quoi, pour effacer les téléphones portables ou les ordinateurs à distance? S'il y a un employé mécontent qui vole les données de quoi, d'un PDG, d'un directeur, c'était sur son ordinateur. Tu as les capacités d'effacer les disques durs à distance? Si les ordinateurs ils sont volés, on va les revendre. Qui récupère ces données? Si on démonte les disques durs, ils sont pas chiffrés. Qui récupère ces données? D'accord? Il y a des pannes intempestives sur tes serveurs. Tout ça, ça arrive en même temps. La loi de Murphy. Les logiciels qui fonctionnaient pendant des années, bah, une mise à jour, sans rapport. Le logiciel ne marche plus et il crache. Je comprends pas. D'accord? Bah voilà, encore une fois, c'est encore une fois du temps, de l'argent pour le défenseur, perte de temps aussi. Et puis tout ça, ça se fait au détriment de la sécurité. D'accord? Tout ça et toutes ces frictions, encore une fois, elles peuvent être pas nommées, prédire ou planifiées, malgré tous les soins. D'accord? La malchance jouera toujours un rôle. Hein, on vous donne des exemples très concrets. Enfin, c'est pas moi, hein, c'est le gars de la CIA. Moi, je suis juste messager, vous le savez. Donc, si on doit résumer, je m'arrêterai là. Hein, l'effet de friction, ça va être réduit grâce à l'expertise, à la formation, au processus, aux technologies. Mais ces frictions elles-mêmes, elles pourront jamais être éliminées à 100%, naturellement. D'accord? Donc, en attaquant en défense, on doit quoi? Élaborer une stratégie qui va reconnaître et gérer les frictions tout en cherchant à augmenter celle de l'adversaire. Si je suis bleu, je veux mettre des bâtons dans les roues au rouge. Si je suis rouge, je veux mettre des bâtons dans les roues dans les bleus. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.